chat noir. Dans un incendie, entre un ronron et un chat, je sauverai le chat. Alberto Giacometti. Notre génération n'avait pas connu une quelconque sensibilisation au respect de l'animal et de la nature, qui passait à mon avis obligatoirement tout d'abord par le respect de l'être humain et de sa personne. J'étais encore trop jeune, aveuglé par l'envie de réaliser mon propre album de dessin, regroupant tous les animaux de la région, et je ne savais pas capturer un animal pour le croquer sans lui faire de mal. Je quittais le village chaque matin, ou presque de bonne heure, pour m'aventurer dans la nature, à la recherche d'arthropodes, de reptiles, d'oiseaux et d'autres petits animaux dans leur milieu naturel. J'avais sur moi mon matériel à dessin, dont un carnet de croquis bricolé à partir de mes vieux cahiers et une petite loupe qui m'aidait à mieux observer surtout les insectes et les arachnides, ainsi que mon lance-pierre et un filet de fortune pour chasser et capturer les petits spécimens dont j'avais besoin. Je passais des heures loin du village, à prospecter parfois des lieux désolés et consumés par le soleil, à écouter et distinguer le moindre bruit, chercher sa provenance, à me cacher et attendre, à reconnaître et suivre des empreintes laissées sur le sol, à creuser pour expulser une petite bête de son terrier et surtout à effectuer un ensemble de croquis et d'esquisses préalables à un travail plus important accompagné d'annotations afin de me rappeler les couleurs de l'aspect visuel d'un tel ou tel animal. L'après-midi ou le soir, j'exploitais ces données dans la réalisation de dessins minutieux de chaque animal sur mon nouveau cahier de dessin grand format, qui constituait pour moi un support idéal que mon père m'avait offert, avec un magnifique paquet de 12 crayons de couleur, sans me dire au juste comment il avait pu se procurer un si beau cahier de papier verger. C'était lorsque j'avais terminé mes premières peintures murales, reproduites d'après un vieux livre de lecture, sur les 4 murs de la chambre principale de notre maison nouvellement peinte à la chaux. C'était peut-être sa façon de me récompenser, étant donné qu'il semblait apprécier mon travail au point qu'il s'était mis à me raconter ses souvenirs de soldat de la Deuxième Guerre mondiale, concernant sa visite d'un musée d'art, éventuellement en Italie, en compagnie d'un groupe de militaires, et de sa fascination devant de grands tableaux anciens représentant des chevaliers et des batailles plus vraies que nature d'après lui. Ce cahier exceptionnel était le vrai stimulus de mon vrai désir à vouloir réaliser un petit ouvrage sur la faune animale locale d'une qualité artistique hors pair, en respectant la rigueur draconienne du dessin scientifique. Une autre motivation, longtemps refoulée, était-elle aussi derrière ce besoin de me focaliser uniquement sur les animaux de la région et qui datait de la période où j'étais élève sous un régime d'internat trop sévère pendant quelques mois au collège du Chumeïa et dont une salle de classe ordinaire avait été complètement transformée par un professeur de sciences naturelles mort dans un accident en une vraie catacombe d'animaux empaillés, en guise de musée de ce collège. Je trouvais dans chaque séance de sciences naturelles une occasion unique pour admirer ce que je voyais comme la beauté animale insaisissable. Durant les rares moments de récréation ou de repos, je contemplais ce monde figé à travers les vitres de cette salle pour m'évader involontairement du réel, de ma condition difficile, par ma soif de connaissance des animaux et par mon éblouissement face à la beauté sauvage, ésotérique. J'avais un appétit latent à illustrer tous ces animaux dans un seul et unique document artistique personnel. Je n'accomplissais qu'1 ou 2 travaux par jour, vu que la chasse d'un oiseau, par exemple, me prenait un temps considérable et assez souvent quelques minutes me suffisaient à le croquer sur mon carnet.
Par contre, un insecte facile à piéger me nécessitait plus d'attention et plus de temps de travail à le reproduire à l'identique avec ses minuscules détails, étant donné mon utilisation de la loupe pour l'observer. Cet instrument optique simple et magique me dévoilait toute la magnificence du monde mystérieux et fascinant de ces petites créatures terrestres. Des spécimens étranges avec leurs couleurs et leurs appendices complexes qui ne m'étaient pas faciles à appréhender. Ma démarche dans la réalisation de ce projet supposé scientifique était plutôt imprégnée de mon attirance instinctive envers ce qui est rare, inconnu, fantastique et surtout beau et magnifique. C'était pourquoi je n'étais nullement attiré à titre d'exemple par les rats des champs que je détestais. Ma lecture de La Peste d'Albert Camus n'avait fait que renforcer ma haine ancestrale envers ces rongeurs nuisibles aux récoltes agricoles. Chaque matin, je les croisais sur mon chemin, en traversant une aire de battage du blé, jusqu'au jour où j'étais réveillé dès l'aube par mon chat Mickey. Tout le monde dormait encore. Je quittais la maison, portant mon minet dans le bras comme un bébé et une bouilloire remplie d'eau dans la main gauche. Je me dirigeais vers cette terre colonisée par les rats sauvages depuis le début de l'été, avec l'idée d'inonder quelques terriers pour obliger ces bestioles à sortir et laisser mon Mickey profiter de l'aubaine. Lui qui était, à mon avis, amaigri de plus en plus par la faim, et mes parents n'appréciaient guère sa manière de quémander sa pitance lors des repas en famille. Je lui offrais en cachette, avec la complicité de mes frères, de petits bouts de pain trempés dans la préparation liquide du repas, ou de minuscules morceaux de viande, quand il y en avait, et lui, en bon flatteur, se faufilait autour de la mida, petite table basse, en levant sa queue au-dessus d'elle, comme une antenne tordue, et en la remuant en haut et en bas, et vint parfois frôler nos visages, et d'autres fois se confondre avec nos doigts, s'introduire dans le plat, s'imbiber de sauce, et à chaque fois, l'un de nos parents lui tapait dessus pour l'éloigner, ce qui m'attristait profondément. Autrefois, il n'y avait ni croquettes ni conserves pour les chats, et je me disais, il me suffit de lui montrer ce lieu où les rats pullulent, lui donner la chance d'attraper et de goûter à un seul mulot, repas sûrement copieux pour un chat, et voilà son alimentation assurée. Mais hélas, lorsque le premier gros rat quitta sa labyrinthe, tout mouillé, après lui avoir versé jusqu'à la dernière goutte d'eau de la bouilloire, dans l'une des ouvertures de son terrier, Mickey s'était contenté de le regarder curieusement, puis le suivre avec nonchalance, jusqu'à sa disparition dans un autre terrier. J'étais déçu, et immédiatement j'avais rebroussé chemin pour prendre mon petit déjeuner et le retrouver déjà à la maison et comme d'habitude en train de mendier sa nourriture. J'ignorais qu'il chassait la nuit et que son amaigrissement était dû à une perte de poids saisonnière normale. Quelquefois, au cours de mes petites excursions, des incidents parfois déplaisants se produisaient à l'improviste. Je me rappelle une fois, lorsque j'étais assis, le dos contre un mur en ruine, absorbé par l'exécution d'un petit oiseau rouge que, rare dans nos campagnes, conjure la sensation désagréable de quelque chose qui ressemblait à un gros bâton, souple et solide, qui s'efforçait, en se tortillant, à glisser verticalement entre mon épine dorsale et le mur. Angoissé, paniqué, je me mis debout en ôtant violemment mon gilet. Un gros lézard orné de taches oranges s'écroula par terre. C'était un syncidé, inoffensif, typique de la région, mais j'avais tellement peur que ma main tremblait et je n'arrivais plus à maîtriser le crayon pour dessiner pendant un bon moment.